Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois d'octobre et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, il s'agit, et je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog, vous m'avez vu en train de le lire, c'est Le Portail d'Athénor, donc le premier tome d'une trilogie qui s'appelle La Légende des Mille Lieux. C'est écrit par Luc Gianetti et c'est publié chez Jet d'encre Éditions. Ce livre est un roman de fantasy où on va suivre plusieurs personnages. Ça se passe dans un univers complètement inventé qui s'appelle les Terres des Milieux. Et plus particulièrement, l'intrigue commence à Sylvestria, qui est une petite ville, somme toute, assez paisible, où il fait bon vivre. Mais il se passe quelque chose parce que depuis la semaine passée, il y a eu une secousse, un tremblement de terre. Et depuis ce tremblement de terre, il y a un mystérieux fantôme qui rôde aux alentours de la ville, dans la forêt. On l'appelle le fantôme de Sylvestria. On ne sait pas trop ce qu'il veut. On pense que c'est un rapport avec une légende oubliée qui s'appelle la légende des Mille Lieux et du Portail d'Athénor. Le Portail d'Athénor pour accéder à ce monde complètement légendaire qui sont les Mille Lieux. Donc on va suivre Aline, qui est une jeune fille qui adore lire, c'est sa passion dans la vie, elle adore les livres, elle va tout le temps à la bibliothèque pour lire et à la bibliothèque elle a trouvé justement un mystérieux journal, un journal de bord, un journal intime qui évoque la légende des milieux et du Portail d'Athénor et cette lecture pourrait peut-être la mettre en danger. En parallèle, on va suivre trois adolescents qui sont meilleurs amis, donc Nathalie, Jao et Stan. Ils sont orphelins et ils forment une famille en fait, ils ont grandi ensemble, ce sont les meilleurs amis du monde, ils sont inséparables. Et ils sont un petit peu intrépides, un petit peu téméraires et ils vont s'embarquer dans cette aventure pour découvrir le portail d'Athénor. Et puis évidemment qu'il y a des méchants avec Lord Dinis et les Lords Inferis qui sont un petit peu des chevaliers un petit peu méchants qui essayent d'assujettir un petit peu les peuples des terres éternelles. Alors que dire de ce bouquin? J'ai bien aimé franchement l'univers proposé par l'auteur, on sent que il connaît bien les codes de la fantasy classique. Il y a on retrouve un peu de Tolkien par-ci par-là, notamment avec ce côté très manichéen, le bien, le mal, mais aussi par exemple les épées qui ont la lame qui s'illumine, un peu comme la lame de Frodon, lorsqu'il y a des orques, et ben elle s'illumine en bleu. Là il y a un code couleur en fait avec les épées, suivant la magie et suivant l'intention en fait, l'intention qu'on a d'utiliser la magie en bien ou en mal. Il y a un côté médiéval fantasy, notamment avec les chevaliers, les épées, les forteresses, etc. Mais il y a par contre quelques touches un peu plus modernes. À un moment donné, il y a de l'électricité, il y a une ampoule, il y a des machines. Donc vraiment, au début ça m'a un peu déstabilisée parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude de découvrir ça en fantasy. Ce côté à la fois un peu médiéval et à la fois ultra moderne. On retrouve aussi cette modernité à travers les mots, puisque notamment dans les dialogues, il y a beaucoup d'argot, beaucoup d'expressions de la vie courante. C'est une plume très très actuelle finalement. Vous voyez, c'est un petit roman qui fait... Alors c'est un premier tome, il fait 250 pages, et donc c'est une premier tome d'une trilogie, donc il y aura deux autres tomes, mais voilà, comme c'est quand même assez court, il n'y a pas non plus énormément de description de l'univers, du système magique, du système politique, ça va plutôt assez vite. Vous n'y trouverez pas la densité des univers de Tolkien, de Robin Hood, de George Martin, non, là ça va beaucoup plus vite, donc pour ceux qui ont un peu peur de se lancer en fantasy, qui n'osent pas parce qu'ils ont peur quand il y a beaucoup de personnages, quand il y a beaucoup d'intrigues, quand il y a beaucoup de descriptions, et bien là pas du tout. Là ça se lit plutôt assez vite, c'est assez abordable, il n'y a pas des tonnes de descriptions. Je pense que ça peut plaire à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy ou qui ont peur de s'y risquer. Ça peut être une bonne porte d'entrée, portail même d'entrée dans le genre de la fantasy. Il y a un côté assez... qui rappelle un petit peu l'enfance aussi parce que le principe du portail d'Athénor et des Mille Lieux c'est d'y croire, de croire en la magie réelle, avec ce côté vraiment croyance un peu enfantine, cette naïveté, cette innocence de l'enfance qui est assez bien retranscrit. Parfois c'est vrai que le lien entre les personnages va un petit peu vite, ils se font un peu facilement confiance. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Parce que personnellement j'aurais pas réagi comme ça, mais bon voilà. Si j'ai un petit bémol quand même à soulever, c'est notamment la place de la femme.
Alors en fantasy, c'est vrai que la place de la femme c'est pas ouf, que c'est quand même un système assez patriarcal. Et là ça n'y déroge pas vraiment puisque sur les 7 personnages principaux, on a une seule femme, Aline, qui n'a pas non plus un rôle incroyablement développé. Elle n'a pas un rôle majeur. Elle n'a pas d'indépendance puisqu'elle passe de la protection de son père à la protection d'un autre homme, je ne vous dirai pas qui pour pas spoiler, mais c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose à part être jolie et apporter une touche féminine à tous ces personnages masculins. Même les autres personnages féminins, il n'y en a pas énormément en comparaison du nombre de personnages masculins. Il n'y en a pas énormément et elles n'ont pas non plus des rôles incroyables, elles sont souvent en lien avec un homme, elles n'ont pas d'indépendance et puis elles sont souvent là pour être jolies, pour être objet de fantasmes, ou pour être un peu fragile, besoin de protection, elles tombent en pamoison, ce genre de choses. Ah, bah, en 2020, ça fait un peu mal de lire ça. Pourtant, il existe quand même aujourd'hui des personnages de fantasy féminins à fort indépendants. Je pense notamment à Elana, chez Pierre Bottero. Il y a aussi par exemple Cersei, Daenerys chez George Martin, on a Althea chez Robin Hobb. Donc il y a quand même des personnages féminins en fantasy qui sont forts, qui sont badass, soit parce qu'elles sont fortes physiquement, soit parce qu'elles sont fortes mentalement ou stratégiquement, politiquement. J'espère que dans la suite, Aline pourra avoir un arc narratif plus développé. Sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'il y avait pas mal d'humour, ça m'a assez surpris. Il y a pas mal d'humour, notamment de situations, des situations un petit peu cocasses, des dialogues entre les personnages où ils se charrient, où il y a un langage très actuel, voilà, de l'argot et tout. Donc ça donne un côté très abordable au récit. Mais voilà, c'est vrai que moi qui aime les grosses sagas de fantasy bien denses, avec plein d'intrigues de sous-intrigues, et puis un côté un petit peu sanguinolent, sombre, ça c'est mon côté fan de thriller bien noir. Là j'ai pas du tout été servie, c'est lumineux, c'est bon enfant, c'est très accessible, pas énormément de description, mais je pense que ça pourra plaire vraiment à celles et ceux justement qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy, qui ont peur de ce genre littéraire. Là, vous pouvez y aller parce que franchement, c'est hyper abordable et ça plaira, je pense, au plus grand nombre. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu et j'ai tellement adoré. Comment vous dire, je ne suis plus objective avec cette saga, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ici, c'est le tome 5. La conférence des oiseaux, c'est toujours de Ramson Riggs et c'est toujours publié chez Bayard avec ce magnifique travail éditorial de malade de ouf, hein, comme à chaque fois avec ces photos. Ils ont même mis des en-têtes, alors encore des photos, ce qui donne vraiment un côté assez particulier au récit, je trouve. C'est une idée de génie qu'a eu Ramson Riggs d'utiliser en fait d'utiliser des photos pour pour alimenter son texte en fait. Je trouve ça trop bien, ça donne une ambiance incroyable. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous résumer tout Miss Peregrine parce que c'est quand même un tome 5. On va retrouver Jacob, on va retrouver les enfants particuliers et Miss Peregrine, même si Miss Peregrine, elle n'est pas non plus présente tout le temps parce que en tant qu'adulte, sinon ça mettrait un petit peu des bâtons dans les roues aux aventures des enfants particuliers. Mais ça, je trouve ça bien en fait, qu'il y ait quand même une adulte responsable qui veille un petit peu sur les enfants. Et c'est ce qui manque un peu des fois en littérature jeunesse. On a l'impression que les enfants font ce qu'ils veulent et que les adultes, ils les surveillent pas. Donc là pour le coup, il y a quand même Miss Peregrine qui chapeaute un peu tout ça, mais qui parfois, en tant qu'Ombrune, est amenée à partir, notamment là à la conférence des oiseaux, puisque ce sont des pourparlers pour la paix entre les particuliers. Et du coup, elle a quand même un rôle important à tenir d'un point de vue politique, elle ne peut pas être présente pour surveiller ses pupilles. Et donc, bien sûr, ils en profitent pour aller faire leur péripéties, leur aventure dans les boucles spatio-temporelles et vivre plein d'aventures. Et encore une fois, ça n'a pas loupé, même si j'ai senti dans ce tome 5 un espèce de tome passerelle, ce fameux syndrome du tome passerelle, puisqu'on est quand même sur un tome 2 d'une deuxième trilogie. Et cela dit, voilà, j'ai encore adoré, je trouve que la plume de Ramson Riggs est incroyablement fluide. Il t'embarque avec peu de mots, c'est pas très compliqué à lire, mais en même temps il arrive à faire passer tellement de choses à travers quelques phrases, à travers quelques mots.
tellement d'émotions, tellement de situations, tellement de contextes en fait qui sont dans les non-dits des phrases qu'il écrit. En fait, je sais pas comment dire, mais vraiment son univers est incroyable. À chaque fois, moi ça me fait un peu retomber en enfance avec ce petit goût de l'aventure intrépide, un peu comme les Goonies, vous voyez, cet esprit-là, mais toujours avec cette colorimétrie en noir et blanc et en sépia dans mon cerveau. Quand je lis Miss Peregrine, c'est comme ça que les scènes se déroulent. Et peut-être ça vient des photos, hein. Très certainement ça vient des photos, mais j'adore, voilà, j'adore, et bien sûr que je lirai le tome 6 et que je suis un peu désespérée de devoir attendre un an avant que le tome 6 sorte, parce que c'était tellement génial, ça se lit mais tout seul, franchement, j'ai adoré. Et j'en veux encore. Et pour finir, le dernier livre que je vous présente dans ce bilan lecture d'octobre, il s'agit d'un livre que je lis, que j'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs avec les éditions Point. Donc c'est Les Fillettes de Clarisse Gorokoff, donc chez Point, où là on est donc sur de la littérature blanche, avec une thématique quand même assez lourde, puisqu'on va parler de dépression, on va parler d'addiction à la drogue, à l'alcool, et comment être une mère de famille quand on souffre de ces maux-là. On va suivre donc une famille de 5. On a Rebecca, donc la mère, qui a 33 ans et qui a le mal de vivre et qui n'arrive pas, depuis qu'elle est ado, enfin même, pas depuis toujours, elle n'arrive pas à vivre. Elle est en dépression, clairement, elle a des addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, les cigarettes, enfin vraiment elle a une vie très compliquée. Mais malgré tout, elle a quand même épousé Anton, qui est plutôt quelqu'un d'équilibré et avec qui elle a eu 3 enfants, 3 fillettes. Alors je ne sais plus exactement quels âges elles ont. Il y a Justine l'aînée, ensuite Laurette et Ninon. Alors Ninon au début, c'est un bébé, elle a 1 an et demi. Et on suit surtout Laurette et Justine aussi qui, à travers leur point de vue, comment est-ce qu'elles font avec cette maman qui ne se lève pas le matin, qui passe toute la journée enfermée dans sa chambre à écrire, à essayer de noircir des pages avec son mal-être, qui est imprévisible, qui oublie de venir les chercher à l'école ou qui part en plein milieu d'un dîner sans explication. Voilà, ces fillettes qui ont un peu la boule au ventre de ça, pas savoir si leur mère va mourir, va revenir, enfin voilà, c'est très perturbant. Et Anton, le père de famille, qui essaye malgré tout de porter sa famille à bout de bras comme il peut. C'est très dur parce que voilà, il aime profondément ses filles, il aime profondément Rebecca, mais c'est difficile de mener tout de front parce qu'en plus il travaille, lui qui est un artiste, qui a fait les beaux-arts, il se retrouve peintre en bâtiment pour pouvoir survenir aux besoins de sa famille et porter en fait toute cette famille à bout de bras, essayer de survivre. C'est dur à travers les points de vue de à peu près tout le monde, notamment de Justine et de Laurette, et puis d'Anton un petit peu. Ninon, vite fait, mais bon, comme c'est un bébé, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Je vous en dirai pas plus. J'ai trouvé la thématique très forte, très touchante. J'ai eu beaucoup d'empathie en fait pour les personnages, même si personnellement je connais. Et heureusement, je connais pas trop cette thématique de l'addiction, etc. Donc heureusement, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même ressenti de l'empathie. C'est hyper bien écrit, il y a une écriture quand même assez simple, assez fluide, presque un petit peu enfantine quand on est dans le point de vue des fillettes. C'est très beau, il y a cette petite douceur de l'enfance, mais en même temps cette angoisse de cette mère absente, ce manque peut-être un peu d'affection, mais en même temps il y a des moments très joyeux où il y a cette ambivalence entre cette mère qui est vraiment très instable et tu sais pas trop sur quel pied danser avec elle. Voilà, c'est un roman qui est très touchant, très beau, très dur aussi parce qu'on n'est pas du tout sur une thématique joyeuse, c'est pas du feel good, vous allez pas ressortir avec la patate. Voilà, autant vous dire que c'est un livre qui est quand même peut être dur à lire, qui est assez sombre, assez triste, mais qui est beau. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce que je pense que comme j'ai pas été touchée plus que ça par la thématique qui ne me concerne pas directement, c'est pas un coup de cœur, mais par contre j'ai quand même beaucoup aimé l'écriture.
Il y a un côté un peu témoignage, puisque je sais pas, mais j'ai l'impression que l'autrice elle-même a vécu ça avec sa mère. C'est beau, c'est bien écrit, j'ai eu beaucoup d'empathie pour les personnages. Sans être un coup de cœur, ça reste une excellente lecture, donc je vous recommande si jamais la thématique vous plaît. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres, et puis aussi qu'est-ce que vous avez lu au mois d'octobre. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!